Corps. Accord. Corps. Corps à corps. Et donc, ce corps à corps, vous le savez, on en a fait même une pétition pour parler des atteintes à la liberté d'expression, pétition d'ailleurs que vous avez très largement signée. Eh bien, je vous le disais, la liberté d'expression est en danger. Eh bien, la semaine dernière, encore une fois, 2 attaques contre cette liberté d'expression. C'était jeudi dernier. Nous avons eu de nombreux exemples et 2 commissions d'enquête sont allées encore dans ce sens-là. D'abord, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale pour l'attribution des fréquences TNT, pour laquelle CNews a été pris pour cible. Je dois vous faire écouter d'ailleurs ce passage du rapporteur et initiateur de la commission à l'Assemblée nationale jeudi dernier, Aurélien Saint-Toul, député de la France Insoumise. C'est pas exactement notre sujet, mais quand même, il faut l'entendre pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez Aurélien Saint-Toul qui pose une question au directeur général de CNews, Serge Dadjar. Écoutez ça. Au Kremlin, ce qu'on appelle parfois les médias dits de réinformation, mais en général, la réinformation, c'est l'information pro-russe. Alors ça, pardon, on va échanger tout de suite et c'est pas grave. On va reprendre le sonneur. Vous avez des organismes aussi directement liés à la Russie. Bien brièvement, il y a 2 questions de mon collègue Caron auxquelles vous n'avez pas répondu. Condamnez-vous l'assassinat des journalistes palestiniens et condamnez-vous la censure opérée par le gouvernement israélien? J'estime avoir répondu aux questions du député Caron. Vous me permettrez de vous demander à nouveau de répondre soit par oui, soit par non. Vous avez prêté serment de dire la vérité, toute la vérité. Et donc, je vous demande de répondre simplement par oui ou par non, puisque nous ne sommes pas en mesure de comprendre votre réponse jusqu'à présent. La vérité, c'est que je n'ai pas de réponse supplémentaire à donner. Je vois pas. La question, c'est quoi? C'est quoi la question? C'est de prendre parti sur quelque chose, c'est ça, sur un sujet dramatique? Monsieur Caron a formulé une question simple et explicite. Condamnez-vous l'assassinat de journalistes palestiniens et condamnez-vous la censure opérée par le gouvernement israélien? Je me tiens à ça. Je condamne l'assassinat de tous les journalistes et au-delà des journalistes, de tous les êtres humains qui se trouvent d'un côté ou de l'autre de la frontière. Alors, je me permettrais juste de noter que demander effectivement à un auditionné, de fait, à titre personnel en tant qu'individu, cette condamnation ne répond pas à l'objet de cette commission d'enquête. Voilà, donc là, celui que vous entendez à la fin, c'est le président de cette commission d'enquête. Voilà, donc vous entendiez donc Aurélien Saint-Toul, député LFI, poser cette question personnelle. Que pensez-vous personnellement de l'assassinat de journalistes palestiniens et la censure du gouvernement israélien? Alors, on est d'accord ou pas d'accord, dans tous les cas, c'est ici du jugement de pensée. Alors, je voudrais aussi attirer votre attention sur une autre attaque qui a eu lieu exactement le même jour au Sénat, cette fois-ci, commission d'enquête sur les ingérences étrangères où intervenaient le professeur en sciences politiques Frédéric Charillon, David Colomb et Nicolas Tenzer, qui est le président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique, le CERAP. Donc, écoutez, Nicolas Tenzer, donc toujours ce jeudi 29 février. Écoutez ça. Au Kremlin, ce qu'on appelle parfois les médias dits de réinformation, mais en général, la réinformation, c'est l'information pro-russe, soyons parfaitement clairs. Vous avez une presse complotiste comme France Soir. Vous avez des organismes aussi directement liés à la Russie. Le journal Omerta, en particulier. Un exemple, je ne comprends pas comment ce journal n'est encore, quelle que soit la liberté d'expression, soit encore disponible. Vous avez, par exemple, des officines Géopragma, dirigées par Madame Galacteros, ancienne conseillère politique des affaires étrangères de M. Zemmour pendant la campagne électorale. Vous avez le Centre français du renseignement, officine pro-russe bien connue, dirigée par un certain Éric Denessé. Vous avez également parfois un certain nombre d'organismes aussi, l'Observatoire franco-russe par exemple, qui est très lié à la Chambre de commerce franco-russe. Je pourrais multiplier les exemples. Puisque nous sommes ici protégés, je me permets de les dire, parce que je pense qu'il faut avoir une conscience très directe, et chacun d'entre nous, d'autres personnes, ont une liste absolument claire d'organismes qui diffusent de manière totalement claire de la propagande liée au Kremlin. Question juridique. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que nous avons un certain nombre de complications. C'est-à-dire que, aussi bien je crois qu'il y a effectivement faire attention au risque liberticide qui avait été évoqué par David Colomb à l'instant, autant je pense que nous sommes bons aussi sur tout ce qui concerne, je dirais, le traçage. Maintenant on a plus de vigilance, on a plus de repérage, autant sur l'aspect répressif, soit nous n'allons pas jusqu'au bout des moyens disponibles,
soit nous, enfin quand je dis nous, puissance publique au sens large, donc fonctionnaires, d'une certaine manière, vous me permettrez m'y assimiler, nous n'allons pas jusqu'au bout dans l'action de répression. Voilà, c'était un petit peu long comme extrait, mais c'était intéressant d'aller jusqu'au bout justement de cette phrase qui dit qu'ils ne vont pas jusqu'au bout des moyens de répression. Donc voilà, il faut comprendre ce qu'il se passe, hein, le contrôle de nos paroles sous prétexte de réguler et même de conserver notre fabuleuse société démocratique et libérale face aux ingérences étrangères. Et voilà comment les ingérences étrangères pourraient éventuellement servir de porte-drapeau pour lutter contre les voix divergentes à l'intérieur de notre pays. Et c'est bien tout cela qu'on souhaite analyser aujourd'hui avec les deux personnes, notamment, qui sont visées dans cet extrait. Éric Denessé, Caroline Galacteros. Bonjour Caroline Galacteros. Bonjour, bonjour Et Clémence. merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géopolitologue, docteur en sciences politiques, spécialiste des affaires diplomatiques et stratégiques, présidente des Géopragma, justement, dont on a entendu parler, auteur notamment de cet ouvrage Vers un nouveau Yalta aux éditions Sigest. Et puis nous sommes également avec Éric Denessé. Bonjour. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin également. Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement et auteur notamment avec le CF2R de Ukraine, la guerre américaine aux éditions donc CF2R. Alors on vous a tous les deux entendus. Je vais d'abord vous donner, avant d'aller sur le fond de ce qui se passe réellement, peut-être la parole, un droit de réponse, si vous voulez, à cet extrait qu'on a pu entendre de ce monsieur Tenzer. Caroline Galacteros, pour commencer. C'est absolument pathétique de bêtises et de violence d'une certaine façon, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est entré justement dans un monde complètement, en France, complètement verrouillé, où des individus pareils qui, eux, sont aux ordres de puissances étrangères depuis des décennies, de manière claire, avérée. Mais comment ose-t-il encore se dire fonctionnaire, cet individu? Donc, ils sont là, ils s'arrogent le droit de désigner des gens, d'expliquer que ça va de soi, c'est de la propagande russe, c'est ci, c'est ça. Mais je suis désolée, qu'est-ce qui le gêne? Ce qui le gêne, en fait, c'est que dans l'atmosphère qui est aujourd'hui celle de notre pays, qui est une atmosphère en pleine constriction mentale, intellectuelle, qui s'interdit de réfléchir, qui s'interdit de comprendre, qui ne veut plus faire d'analyse, eh bien, les gens qui essaient encore, parce que c'est effectivement difficile, fatigant, décevant, lourd, de continuer à essayer d'expliquer ce qui se passe dans le monde, pas seulement sur la Russie et l'Ukraine, dans le monde d'une manière générale, de façon un peu argumentée, avec un retour sur l'histoire, avec une inscription dans le temps pour essayer de montrer ce qui se passe, pourquoi ça se passe, et ce que l'on devrait faire en tant que Français et en tant que pays important en Europe, notamment là sur ce conflit avec la Russie et l'Ukraine. Eh bien, tous ces gens-là sont voués aux gémonies parce qu'il ne faut surtout pas réfléchir. Il faut continuer plutôt dans la propagande, précisément, dans la désignation de l'ennemi russe, et on doit tous aller comme un seul homme maintenant, avec des décisions gouvernementales inquiétantes, vers, en fait, une véritable... comment dirais-je, une marche à la guerre. On est en train de marcher à la guerre. C'est complètement absurde, c'est ultra dangereux, mais c'est basé sur notre déni du réel, sur notre refus de voir la réalité, sur notre refus de comprendre ce qu'on a fait, ce qu'on a voulu faire et les réactions qu'on a eues en retour. Et tout ça dans un contexte où, en plus, on n'est vraiment pas en position de force. Donc, je trouve cet individu non seulement extrêmement insultant, gratuitement, avec cette espèce de la patate chaude dans la bouche, en train de pérorer, de pontifier, n'est-ce pas, et d'expliquer qu'il sait, et que tout ça est inadmissible, et que tout ça est anormal, et que blablabla, blablabla. Donc, il essaie d'impressionner, il essaie d'intimider, il essaie de faire passer pour naturel cette manière de désigner des adversaires. Je n'ai rien de pro-russe, je n'ai rien de pro-américain, je n'ai rien de rien de rien. Je suis une analyse de géopolitique, j'ai une expérience autrement sérieuse que la sienne, je suis désolée, et je ne travaille pour aucune puissance étrangère et il ne peut pas en dire autant. Donc il faudrait juste arrêter de faire n'importe quoi dans ce pays et retrouver un sens des responsabilités. Voilà, je m'énerve un peu, mais ça commence à me fatiguer, moi, tout ça. Oui, donc, on peut comprendre. Voilà.
Alors, Voilà. on va parler justement des influences et des ingérences étrangères. Évidemment, c'est le cœur du sujet et contre lesquelles on lutte et contre lesquelles on ne lutte pas, peut-être. Éric Dénossé, d'abord, une première réaction peut-être à chaud sur cet extrait qu'on vient d'entendre et qui vous cible également directement. Oui, alors je souris parce qu'évidemment, je suis d'accord à 100% avec Caroline. Et elle a raison de le dire. Elle et moi avons servi l'État dans un organisme qui faisait du renseignement et de la synthèse, qui n'est pas le cas de Tenzer. Alors, moi, d'une manière, je remercie Nicolas Tenzer finalement de nous avoir fait aux uns et aux autres de la publicité, de provoquer ce débat, puisque c'est tellement excessif que Oui. ça permet finalement de générer les réactions. Dont l'émission de ce matin est un exemple. Je dirais aussi, c'est excessivement jubilatoire finalement d'être traité de partial et de pro-russe par un propagandiste américain avéré. C'est quelque chose de très amusant. Alors, Je quand vous pense dites aussi- propagandiste américain avéré, peut-être nous, on va tenter d'expliquer ça à nos auditeurs. Vous considérez qu'il a des financements avérés depuis les États-Unis? Alors, non, je ne parle pas de finance. J'y viendrai dans un instant, D'accord. parce qu'effectivement, les structures auxquelles il appartient, comment dire, affichent très clairement son orientation. Moi, je crois aussi qu'il y a quelque chose d'autre. Derrière ça, il y a deux éléments importants. D'abord, c'est un individu insignifiant qui n'est pas du tout un expert en géopolitique, même s'il s'auto-décerne cette compétence, et qui a besoin d'exister pour différentes raisons. Donc là, on est effectivement dans la démarche personnelle pour essayer de ne pas disparaître des écrans des médias mainstream. D'autre part, ça traduit aussi le désarroi aujourd'hui de tous ces agents d'influence américains et de leurs donneurs d'ordre, de leurs maîtres, qui voient bien que toute leur stratégie sur l'Ukraine est un échec et qui finalement essaient encore dans un dernier sursaut, non seulement de museler ceux qui, depuis maintenant plus de 2 ans, expliquent de manière rationnelle et factuelle les choses et bien sûr démontrent leur argumentation. Et donc, voilà, ce sont, à mon avis, les derniers soubresauts d'une bête en train de mourir. Et malheureusement, ça donne lieu aux excès que nous avons vus. On en voit sur d'autres sujets. Hein. Si on parlait de Gaza, les attaques que l'on voit aujourd'hui contre Villepin, contre Védrine sont totalement délirantes. Voilà, c'est malheureusement une ambiance extrêmement délétère dans laquelle nous sommes. Bien sûr, c'est évidemment pas que pour parler de la prise de parole de cet expert autoproclamé, comme vous le dites, mais pour parler d'une ambiance générale et d'une tendance générale, puisqu'on voit bien, hein, il y a plusieurs attaques en même temps, puis on avait déjà rappelé avant ce qui se passait la semaine d'avant, notamment, on va pas revenir sur tous les sujets, mais notamment avec l'agence Viginum, notamment, qui va pouvoir tracer toutes vos données personnelles à travers vos réseaux sociaux. Mais que se passe-t-il exactement? Vous parliez d'abord d'un expert qui pouvait être porté notamment par les Américains. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne-là a quand même été auditionnée dans une commission d'enquête du Sénat. Et c'est pas la première fois, j'ai vu ça. Hein, elle avait déjà été auditionnée il y a 1 an ou il y a 2 ans. Également pour des questions d'ingérence étrangère. Donc, elle est quand même choisie par nos sénateurs comme étant une personne experte sur ces sujets-là. Déjà, ça pose question. C'est-à-dire comment on choisit nos experts aujourd'hui en France. Et notamment également, on pourrait se poser la question de comment on choisit nos experts qui sont sur les plateaux télé en ce moment. Donc, c'est une question. Et aussi, pourquoi aujourd'hui y a-t-il cette tendance générale à aller attaquer d'autres experts qui pourraient avoir des avis divergents en les attaquant et en précisant qu'ils pourraient servir la cause russe, notamment puisqu'il s'agit ici de la Russie. À ce sujet, j'ai entendu une interview au micro de Tucker Carlson, que beaucoup connaissent ici, hein, qui est un ancien animateur de Fox News et qui est désormais sa chaîne, et directement sur Twitter également. Et il interviewait Mike Benz, ancien employé du département d'État et directeur exécutif de l'Internet Freedom Foundation, donc qui est très très grand connaisseur de la question Internet et du renseignement. Et écoutez ce que disait Mike Benz dans cette interview. C'est un extrait qui est déjà traduit en français et on va le commenter derrière. Écoutez ça. Lorsque le Brexit s'est produit en 2016, il s'agissait d'un moment de crise où, soudainement, il n'avait plus à s'inquiéter uniquement de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. L'idée d'un contrôle russe sur les cœurs et les esprits se dirigeait vers l'Ouest. C'est le Brexit en juin 2016. Le mois suivant, lors de la conférence de Varsovie, l'OTAN a officiellement modifié sa charte pour s'engager expressément à monter des guerres hybrides dans le cadre de cette nouvelle capacité de l'OTAN. Ils sont donc passés de 70 ans de chars d'assaut à cette capacité explicite de censurer les tweets s'ils étaient considérés comme des mandataires de la Russie.
Et encore une fois, il ne s'agit pas seulement de propagande russe, il s'agissait de groupes Brexit ou de groupes comme Matteo Salvini en Italie, en Grèce, en Allemagne ou en Espagne par le parti Vox. À l'époque, l'OTAN publiait des livres blancs affirmant que la plus grande menace à laquelle elle était confrontée n'était pas une invasion militaire de la Russie, c'est la perte de 2 élections nationales en Europe. Et tous ces groupes populistes de droite qui, parce qu'il s'agissait principalement de mouvements de la classe ouvrière, faisaient campagne sur l'énergie russe bon marché à un moment où les États-Unis faisaient pression sur cette politique de diversification de l'énergie. C'est ainsi qu'ils ont avancé l'argument après le Brexit. Voilà, donc c'est un petit peu long également, mais important d'écouter tout ça. On comprend, hein. Donc depuis le Brexit, juin 2016, l'idée de l'OTAN d'un contrôle russe se dirige vers l'Ouest. Il y a eu une conférence officielle, hein, la conférence de Varsovie, où l'OTAN a officiellement modifié sa charte pour s'engager expressément à monter des guerres hybrides. On n'est plus dans la guerre purement militaire, mais également dans la guerre de renseignement, la guerre de communication, et qui est devenue une nouvelle disposition de l'OTAN pour censurer notamment des tweets qui pourraient faire, au nom de la lutte contre la propagande russe, en fait, lutter contre les personnes qui pourraient déranger les plans de l'OTAN. Voilà ce qui est raconté par Mike Benz, en tout cas. Et c'est un propos qui nous éclaire énormément sur ce qui se passe aujourd'hui en France, Éric Denessé. Oui, mais vous savez, c'est plus ancien. On est là dans ce qu'on appelle l'action politique clandestine ou l'action psychologique par certains autres aspects. Moi, je me souviens très bien, au milieu de ces années 2010, ayant des échanges assez étroits avec nos amis des services italiens avec lesquels nous collaborions, qui eux-mêmes expliquaient à l'époque qu'ils avaient vu très clairement la propagande américaine se mettre en marche contre, comment s'appelle-t-il, j'ai un trou de mémoire à l'instant, vous parvenez de... Salvini? Non, pas Salvini, c'est terrible. Pardonnez-moi, c'est l'âge qui avance. Le fameux chef d'État était le président du Conseil italien qui était très marqué. Pardon? Non. Oui. C'est pas moi. Bon, peu importe. À partir du moment où il s'était rapproché d'Obama, les services italiens avaient vu très clairement que la propagande américaine se mettait en place pour le décrédibiliser. Donc, ce qu'on a vu depuis, c'est la poursuite de cela. Et je crois qu'il faut dire à l'ensemble des auditeurs qu'il faut regarder cette interview de Mike Benz, qui est effectivement l'ancien responsable de cyber du département d'État, parce qu'il montre très très bien comment la structure de l'appareil de renseignement et de propagande américaine s'est mise en place pour inverser les logiques en matière de défense de la démocratie, de lutte contre la désinformation, et finalement faire d'un certain nombre de points de vue qui sont opposés aujourd'hui, je dirais, au discours et au narratif américain, soient considérés comme des atteintes contre la démocratie, voire contre des cyberattaques, ce qui est absolument sidérant. Oui, Caroline Garritero, c'est la même question finalement. C'est pas Berlusconi dont vous parliez tout à l'heure, Éric Oui, Berlusconi, pardonnez-moi. Non, mais j'avais un doute également. Caroline Garritero, donc, est-ce que vous considérez vous aussi que finalement on est dans un combat qui est devenu hybride, où avant donc on avait un OTAN qui pouvait jouer un rôle aux frontières russes ou contre des ingérences étrangères et certainement de manière légitime, et aujourd'hui que ce même argument finalement se retourne contre l'intérieur des pays, que ce soit en Europe ou même sur place aux États-Unis? Mais je crois que c'est plus grave que ça. C'est-à-dire, l'OTAN est une organisation politique, bien autant que militaire. Et il y a une idéologie derrière l'OTAN depuis sa création. Et comme vous le dites, pendant longtemps, durant la guerre froide face à l'Union soviétique, il y avait une légitimité. Surtout, il y avait des méthodes, j'allais dire, de l'OTAN pour s'opposer au pacte de Varsovie qui n'excluaient ni le dialogue, ni les relations, ni la discussion, et qui du coup faisait baisser, en cas de crise ou de montée des tensions, pouvait faire baisser une situation. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'OTAN, qui s'est élargie considérablement et approché considérablement jusqu'à l'Ukraine de la Russie, est dans une nécessité d'extension interminable, si vous voulez, indéfinie, de ses capacités et de sa vocation. D'ailleurs, c'est bien au-delà
de l'Europe de l'Est, c'est bien au-delà de l'opposition à la Russie. Ça va jusqu'à la Chine, ça va jusqu'à l'Asie, ça va jusqu'au Moyen-Orient. Si vous voulez, depuis la fin de la guerre froide, la persistance dans l'être de l'OTAN a été le principal objet d'inquiétude de ses dirigeants et bien sûr de ses parrains américains. Donc ça, c'est un vrai sujet. J'invite évidemment, comme Éric, à écouter cette interview d'un bout à l'autre, parce que ça montre vraiment très bien, Mike Pence détaille très bien la façon dont l'Internet, dès ses origines, patronné naturellement par la DARPA, c'est-à-dire par l'institution américaine qui est chargée de financer à milliards la recherche à usage militaire. Donc au départ, c'est déjà un instrument à double usage, si vous voulez, civil et militaire. Comment l'Internet a longtemps servi, et dès le début finalement, de moyens d'emprise et d'instrumentalisation de la liberté d'expression qu'Internet permettait, notamment à travers des groupes, à travers tout un tas de gens qui se réunissaient sur des idées, etc., pour les faire travailler. Ça a donné les printemps arabes, ça a nourri des opérations, si vous voulez, de déstabilisation, des opérations d'influence américaine, en utilisant cette liberté d'expression. Et effectivement, à partir du milieu des années 2010, la sauce s'est renversée parce qu'il a fallu commencer à s'occuper sérieusement de cette reprise de confiance et reprise d'influence de la Russie, notamment à partir de 2015 en Syrie, et trouver les moyens de légitimer une opposition de plus en plus dure et donc un mouvement on a refermé la liberté d'expression, on cherche à la contrôler. Et aujourd'hui, si vous voulez, on n'est pas en guerre contre la Russie, mais c'est tout comme. Et ça se passe en Europe, en France, mais ça se passe ailleurs. Et donc, on doit empêcher, puisque maintenant, il y a eu l'explosion des réseaux sociaux, donc c'est très difficile. Il y a plus seulement les grands médias, il y a plus la parole officielle n'est plus toute seule, si vous voulez. Il y a d'autres paroles qui peuvent s'exprimer. Il y a bien sûr, il faut pas le nier, des ingérences étrangères, y compris russes. Il y a des actions, évidemment. Beaucoup de pays le font dans tous les autres. Enfin, je veux dire, c'est le propre. D'ailleurs, c'est le sujet qu'on va aborder également avec Yves Bonnet, qui va nous dire finalement les ingérences sont partout. Il ne s'agit pas d'être naïf, mais seulement de réagir de manière équilibrée à chaque ingérence. Oui, en tout cas, moi, je ne fais pas de l'ingérence russe. Je ne suis pas le porte-parole de l'ingérence russe ou de la Russie ou de je ne sais quoi, si vous voulez. La géopragma, on essaie juste de réfléchir aux questions géopolitiques sous un angle pragmatique, réaliste et global. Voilà. Mais, parfois, le réalisme nous oblige à avoir une autre vision que celle de l'occidentalisme ambiant. C'est aussi la question. Mais justement, il y a une lutte contre le mondialisme. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une lutte des mondialistes contre tous ceux qui proposent autre chose. Notre vision. Tout ce dont on traite aujourd'hui, c'est un problème très large. C'est un problème de restructuration du champ des relations internationales, du modèle, de l'évolution, si vous voulez, du monde au plan géopolitique. Oui. Et il y a une lutte qui est une lutte de plus en plus à mort, en fait. Oui, mais justement, je pense que c'est extrêmement inquiétant ce qui se passe. Et c'est encore une fois, pas pour la prise de parole de Nicolas Tenzer que nous intervenons aujourd'hui, mais bien parce que derrière cette accusation d'être une plateforme de recherche comme Géopragma ou Éric Denessé, le Centre français de recherche sur le renseignement, d'accuser ces centres d'être pro-russes est une façon d'annuler et d'effacer ou de balayer les oppositions qui pourraient avoir une autre vision que la vision officielle aujourd'hui dans l'Occident. Et c'est bien ça qui est inquiétant, en fait. C'est cette façon de détourner les choses et de lutter contre des ennemis, entre guillemets, des ennemis intérieurs. Éric Denessé.
Oui, alors ce à quoi on est confronté, c'est une forme d'excommunication moderne. Alors j'utiliserai le mot excommunication justement en deux mots, c'est-à-dire que la façon aujourd'hui dont on essaie de museler la liberté d'expression et les points de vue différents, divergents, c'est justement leur interdire l'accès aux médias, alors principalement aux médias mainstream. Mais Dieu merci, il nous reste les réseaux sociaux, les médias sociaux, les médias dits de réinformation. Et à Les partir de fameux ce qui sont moment-là, cités par... voilà, exactement. Mais à partir de ce moment-là, ça ne marche pas. Par contre, j'évoquais tout à l'heure le fait que nous ayons face à nous des propagandistes américains avérés. Je crois qu'il faut regarder un certain nombre de personnages qui, depuis 2 ans maintenant, lancent des attaques. Nicolas Tenzer, dont on parlait, est membre de l'Aspen, a été membre de l'Aspen Institute et est membre du CEPA, qui est un centre de recherche sur l'Europe basé à Washington. On n'est pas membre de tel think tank par hasard. C'est quand même quelque chose de très clair. On n'y entre pas par hasard et l'orientation de ces groupes est très marquée. D'ailleurs, Mike Benz, dans son interview, explique que l'Aspen Institute est quand même dirigé par d'anciens membres de la CIA, de la NSA et du FBI, ce que je confirme, et qu'on y trouve Condoleezza Rice et Madeleine Albright. Donc, quand on travaille pour ces gens-là, je me pose la question de l'objectivité. Et du coup, on comprend très bien les attaques. Mais on l'a vu l'année dernière, un amiral en retraite a attaqué de la même manière tous ceux qui défendaient les positions de Moscou selon lui. Quand on gratte un peu, on trouve que cet amiral est marié à une américaine et membre du conseil d'administration de l'Open Society. Et puis, on a aussi la Fondation pour la recherche stratégique, un Bruno Tertré qui essayait de critiquer tout le monde et qui lui-même, a d'ailleurs été le seul chercheur français qui a défendu et légitimé en 2003 l'invasion américaine de l'Irak, alors même qu'elle était en contravention du droit international, qu'elle était opposée à la politique française. Et ce garçon est toujours en poste dans un des principaux think tanks de défense français soutenus par l'État. Donc, rien de surprenant à ça. J'ajouterai aussi quelque chose qui me paraît important. Oui. On est rentré dans une logique où finalement, quoi que disent les Russes, c'est faux, qu'on ne peut pas faire confiance à Poutine, que tout message qui arrive de Moscou, toutes déclarations sont obligatoirement fausses, qu'on ne peut pas négocier avec lui. Or, en tant qu'analystes, nous écoutons, nous, tous les discours de Poutine, nous regardons tout ce que publie Moscou. Il y a effectivement, comme le disait très bien Caroline tout à l'heure, des vraies opérations de propagande, mais ces opérations de propagande, elles sont d'abord dirigées vers le peuple russe pour entraîner l'adhésion. Et on les voit très très peu en Occident. Donc ceux qui nous disent c'est de la propagande russe, j'aimerais qu'ils m'expliquent où est-ce qu'ils la voient, parce que si on n'est pas doté de VPN, si on n'a pas accès à des médias étrangers pour voir comment la Russie fait sa promotion, finalement le public français ne peut quasiment pas le voir. Mais à partir de ce moment-là, quand on écoute ce que dit Poutine, eh bien, force est de constater qu'un certain nombre de choses qu'il dit sont tout à fait justes. Donc en tant qu'analyste, dire à un moment donné les positions, y compris de notre adversaire, sont des positions qui se défendent, doit être quelque chose que nous devons faire. Donc c'est trop facile de jeter le bébé avec l'eau du bain comme certains le font, mais encore une fois, quand on connaît leurs origines et leurs accointances, c'est pas très difficile de comprendre pourquoi ils le font. Oui, mais justement, il y a une vraie question aussi derrière ça. Vous dites, oui, en effet, il faut entendre toutes les positions, des positions qui se défendent, ou en tout cas des positions qui s'entendent et qu'on doit entendre, même, c'est notre devoir si on veut avoir une diplomatie réaliste, comme on le rappelait tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la réelle politique. Alors, j'aimerais bien comprendre pourquoi aujourd'hui un Nicolas Tenzer, un Bruno Tertrais, ou alors celui qui est à la tête de Reporters sans frontières qui a porté plainte contre CNews, toutes ces personnes-là sont mises en avant par nos médias, par nos institutions, par les commissions d'enquête, etc. Tandis que d'autres qui proposent d'autres sons de cloche sont complètement excommuniqués, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a aussi de ce côté-là soit une naïveté, soit une perméabilité aussi de certaines ingérences plus importantes que d'autres. Ici, je parle évidemment de l'ingérence américaine. Caroline Caracteros. Oui, alors tout à fait, vous l'avez très bien dit, perméabilité de certaines ingérences, et notamment américaines, et définition de ce qu'est le juste, le vrai, la seule vérité. Et là, on est quand même dans des mécanismes qui sont des mécanismes de fermeture idéologique et de déconnexion avec le réel. Parce que très honnêtement, que ce soit Eric, que je connais bien depuis des décennies, effectivement, nous avons travaillé, été formés au même endroit, etc. Que ce soit moi, que ce soit d'autres sérieux, nous devrions au contraire être écoutés, être consultés. Nous devrions pouvoir aider notre État et nos institutions à faire leur travail dans ce conflit véritablement et à comprendre de quoi il retourne. Or, on est dans
ils sont, si vous voulez, dans un. C'est ça qui est extrêmement dangereux de mon point de vue, et c'est pour ça que j'essaie de continuer à dire des choses. Nous sommes dans un enfermement mental, symbolique, intellectuel, avec une vérité sur ce conflit, la définition d'un ennemi, et comme le réel ne correspond pas du tout à ce qu'on en dit et à ce qu'on voudrait en faire, eh bien, nous sommes de plus en plus dans notre propre isolement, si vous voulez, on se convainc nous-mêmes d'une réalité qui n'existe pas. Donc nous sommes déconnectés de la réalité de ce conflit. C'est très très grave. Oui. Et effectivement, on n'écoute pas Poutine parce que tout ce qu'il dit a priori est faux. Et écoutez, l'un des principes cardinaux de la compréhension et de la guerre, d'ailleurs, c'est de connaître son ennemi, à supposer que ce soit un ennemi. Et même si on l'a construit comme tel, il faut quand même au moins s'intéresser à ce qui se passe. Quand on voit la manière dont sont analysées les opérations militaires russes, l'évolution sur le théâtre et ce qu'on en ressort, quand on voit la façon dont même au niveau des services, la vérité ne remonte pas, la vérité n'est plus acceptable et donc elle n'est plus acceptée. Et donc, on continue à nourrir une utopie qui est celle de il faut que la Russie tombe, il faut que l'Ukraine l'emporte. Mais tout ça, militairement, il y a déjà beaucoup de facteurs et d'états de fait qui rendent en fait notre raisonnement et nos prises de position géopolitiques, politiques sur ce conflit complètement absconses. Ce qu'on est en train de faire pour soi-disant aider l'Ukraine, alors qu'on ne l'aide pas, on sacrifie juste, on va pousser au sacrifice encore un peu plus de sa population. Donc pour aider soi-disant l'Ukraine à l'emporter parce que c'est juste, c'est bon, c'est vrai, c'est grand, tout ça, ça peut très mal se terminer et on ferait bien d'écouter ce que disent les Russes et on ferait bien de reprendre langue avec la Russie vite. Ouais, Voilà, mais, c'est ce que je veux dire. Donc c'est ça le problème, on est dans un enfermement, il y a plus de connexion avec la réalité. oui, mais je voudrais, en Voilà. plus de cet enfermement et de cette perméabilité, on va dire, des ingérences ici américaines en Europe et en France en particulier, parler de la deuxième partie de cet extrait qu'on a pu entendre de Mike Pence, qui explique bien que sous prétexte de lutter contre les ingérences étrangères, donc l'ingérence russe, ça servait aussi à censurer des tweets qui pouvaient être gênants, notamment venus de courants populistes. Enfin, là, je cite Mike Pence. Hein. Et ça, c'est particulièrement dangereux. C'est-à-dire que non seulement on parle de la scène internationale et du fait qu'on ne soit plus du tout réaliste sur ce qui se passe réellement sur la scène internationale, mais qu'en plus on est dans un enfermement aussi sur ce qui se passe au niveau national et la politique nationale. On a dans un double enfermement et donc là vraiment dans une forme de dictature sous prétexte de lutter contre un ennemi extérieur, lutter contre les ennemis intérieurs. Je voudrais bien vous entendre là-dessus, Éric Denesse, également. Oui, alors, pour bien comprendre ça, il faut encore une fois, je le fais très rapidement, remonter à l'histoire. Oui. Pendant toute la guerre froide, américains et soviétiques se sont livrés à une guerre de la propagande, de la désinformation, de la contre-information extrêmement, extrêmement poussée. Force est de reconnaître que pendant la guerre froide, l'Union soviétique, le communisme l'a plutôt emporté, puisque, comme le disent d'ailleurs les officiers du KGB avec lesquels nous avons échangé à la fin de la guerre froide, ils le reconnaissaient, ils avaient les conditions favorables, puisqu'à cette époque, l'idéologie communiste était très en pointe. Mais les Américains ont beaucoup étudié cela. Donc, dès la fin de la guerre froide, ils ont, outre leurs propres méthodes, récupéré des méthodes qu'avait utilisées l'Union soviétique pour s'assurer définitivement une supériorité dans la guerre de l'information. Donc, ils l'ont fait à des fins politiques. On l'a vu avec les révolutions oranges, avec les révolutions arabes. Ils l'ont fait à des fins économiques et la France a d'ailleurs été une des premières victimes. Donc, ils disposent aujourd'hui d'un arsenal extrêmement efficace pour lutter contre tous leurs adversaires. Et ce qui explique très bien Mike Pence, c'est que non seulement ils le font en matière de politique étrangère, mais ils le font également en matière de politique nationale aux États-Unis même. Et d'ailleurs, les révélations de Mike Pence semblent, je dis bien semblent, confirmer les manipulations sur les élections de 2020 et le fait que Trump peut-être proteste-t-il avec raison sur la véritable issue du scrutin. Tout ça est à vérifier. Mais les Américains, effectivement, aujourd'hui, qui maîtrisent à la fois les techniques et les outils, sont capables de faire des ingérences dans toutes les élections du monde.
monde, de supprimer des tweets, d'en faire monter en puissance d'autres. Et finalement, comme sur la situation en Ukraine, sont capables de créer une espèce de monde virtuel qui n'a plus rien à voir avec ce monde réel, mais qui malheureusement, aujourd'hui, va influer et va provoquer des résultats d'élections qui ne sont pas les véritables. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il semble bien que les Américains commencent eux-mêmes à réagir contre cette dérive des outils de communication, alors que nous-mêmes en Europe, nous en sommes totalement victimes et que nous sommes en train de valider des lois qui justement sont en train d'être contestées aux États-Unis. Voilà, c'est assez terrible de voir cette situation-là, mais en tout cas, peut-être qu'un tournant est en train de se produire avec ces différentes révélations et puis l'évolution du conflit ukrainien que tout le monde observe. Caroline Garry-Terros, je vous donne le mot de la fin concernant justement cette lutte contre l'ennemi intérieur en plus de l'ennemi extérieur, à travers notamment, on l'a vu, ces techniques de censure qui sont devenues des outils pour l'OTAN. C'est-à-dire qu'il y a ennemi intérieur, il y a véritable ennemi intérieur. Donc, effectivement, il faut s'intéresser. Et ce que doivent faire nos agences, c'est pas moi qui vais dire le contraire, ce que doivent faire nos agences gouvernementales, c'est effectivement se préoccuper des ingérences étrangères sur notre territoire. Mais il faut arrêter de tout mélanger et d'en profiter effectivement pour lutter contre, en fait, une pensée critique, alternative, qui se veut constructive et qui n'est pas perçue comme telle, et c'est bien dommage, et qui cherche donc à museler en fait non seulement la liberté d'expression en elle-même, mais la capacité de notre pays finalement à bien prendre la mesure des menaces auxquelles il fait face. Parce que nous sommes dans une situation compliquée, on l'a peut-être provoquée, on l'a nourrie, on a fait tout un tas de choses pour qu'il se passe ce qui est en train de se passer en Europe, mais maintenant on y est. Donc il serait quand même temps de prendre un certain nombre de décisions, et les décisions ne peuvent se prendre que sur la base d'un vrai diagnostic. Sinon, on ne prend que de mauvaises décisions et on continue à s'enferrer dans une situation grave. Donc voilà, j'espère qu'on va arriver quand même à pouvoir exprimer ce qu'on a à dire, à partir quand même d'une expérience, d'une manière d'approcher la réalité internationale dans notre domaine. Je parle dans notre domaine, mais c'est valable pour d'autres, bien sûr. Et d'ailleurs, d'autres, il n'y a pas que nous qui avons été ciblés. Tout à fait. Mais c'est très, très important. C'est quand même ça, la démocratie. Enfin, il faut quand même... c'est ça, la fameuse démocratie libérale qu'on défend. Oui, on est soi-disant une démocratie, on se permet de donner des leçons à la terre entière. Il faudrait déjà commencer par pouvoir s'exprimer normalement dans notre propre pays, sans risquer d'être taxé, d'être des agents de je ne sais quelle puissance étrangère. Il faut arrêter. Il y en a effectivement des agents, et ceux-là, ils sont auditionnés en commission. Donc ça commence à bien faire. Si vous voulez l'inversion accusatoire, ça suffit là. Merci beaucoup Caroline Garry-Terros, merci beaucoup Éric Denessé. Je rappelle, présidente de Géopragma pour Caroline Garry-Terros, et Éric Denessé, directeur du CFDR et le Centre français de recherche sur l'enseignement. Je crois que vous avez utilisé le mot, Caroline Garry-Terros, vous avez dit du réalisme en fait, c'est ça. Soyons tout simplement réalistes et tentons d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment. C'est ce que nous tentons de faire en tout cas ici à Tocsin. Merci à vous deux et merci à vous tous, chers auditeurs. Encore grosse audience ce matin. N'hésitez pas à vous mettre des pouces, des likes pour pousser cette émission et faire encore plus parler de nous justement et entendre ces sons de cloche différents. C'est important. C'est ce que nous tentons de faire tous les jours. Et